Je suis né en 1985, donc j'avais 20 ans en 2005. Et je vais essayer de tracer de manière un peu artificielle, mais j'espère que cela vous fera réagir, 2-3 parallèles entre 69 et 2005, avant, pour poursuivre le voyage dans le temps, de parler d'avoir 20 ans aujourd'hui. Je suis enseignant à Sciences Po, donc je connais bien les étudiants qui ont 20 ans, et j'ai longtemps dirigé un média, Vice, plutôt anarchisant, qui avait pour cible les 20-25 ans. Donc c'est une cible que je connais bien. Avoir 20 ans en 2005, retour dans le passé. 2005, quel est l'univers? Il est radicalement différent, l'univers mental, mais en termes d'actualité. Il y a un référendum en 2005. Petite astuce de l'histoire, ironie, c'est le premier référendum qui reçoit un non depuis celui de 69, quand vous avez 20 ans. Donc à 20 ans, et dans nos 20 ans chacun, nous avons assisté à un référendum qui était radicalement différent, bien sûr, de celui de 69 au sujet de la régionalisation, qui était une sanction contre le général de Gaulle, enfin plus ou moins. Le gauchisme était totalement absent. Enfin, il n'était pas majoritaire dans le non de 2005. Il y avait un non souverainiste, il y avait un non, on va dire, social, il y avait même un non libéral, mais ce n'est pas du tout la même chose. En 2005 également, des émeutes. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les plus grosses émeutes depuis 1968. Et d'ailleurs, état d'urgence, qui était la première fois qu'il y avait l'état d'urgence en France depuis la guerre d'Algérie. C'était suite à la mort de 2 adolescents en Seine-Saint-Denis qui avaient été électrocutés dans un poste électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à la police. Ce qui a donné lieu à toute une vague d'ailleurs anti-police, alors pas CRS-SS, mais il y a eu beaucoup de continuité par rapport à beaucoup d'éléments que vous avez évoqués. Mais là encore, dans ces grandes émeutes de 2005, à mon sens, pas de traces particulièrement de gauchisme, ni de gauchisme culturel. C'est une forme d'insurrection qui n'est pas très organisée, qui n'a pas de leader, qui n'a pas véritablement de programme, même si Gilles Kepel, de manière très pertinente, voyait dans cet événement de 2005 un peu le point de départ d'un djihadisme de troisième génération et les premières actions significatives d'une minorité salafiste. Et puis, pour poursuivre très rapidement le tour d'horizon de cette époque, 2006, très grande manifestation étudiante qui ont duré aussi plus d'1 mois autour du CPE. Alors là, on retrouve quelques éléments de gauchisme. Casseurs, des trotskistes sont présents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était contre une mesure, le contrat première embauche du gouvernement Villepin. Mais là, la dimension idéologique, c'est quoi? C'est le refus de la précarité. Donc on ne cherche pas un modèle alternatif, on ne cherche pas à inventer une utopie, c'est on veut une sécurité de l'emploi tout de suite. Donc ça n'a absolument rien à voir comme univers culturel avec 69. Et puis tout ça a fini par une élection qui avait passionné les foules à l'époque, celle de 2007, entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Une campagne électorale, peut-être que vous vous en souvenez, durant laquelle on a beaucoup parlé de mai 68. Et les 2 candidats principaux en avaient parlé pour attribuer beaucoup de maux de notre société à cette période-là, et aussi bien à gauche qu'à droite. Un des slogans de Ségolène Royal, même si elle reprenait quelques codes un peu marketing, et pas que marketing d'ailleurs, subliminaux du gauchisme, la passionnariat, etc. Mais bon, son concept central, c'est quand même l'ordre juste. Donc on était assez loin. Voilà. Donc en gros, quelques petits éléments dont on se souvient peut-être, mais qui montrent que malgré quelques parallèles, on est dans un univers mental radicalement différent. Ma génération, celle qui est née au milieu des années 80, sa jeunesse a débuté avec le 11 septembre et elle s'est terminée avec Charlie Hebdo puis le Bataclan. C'est une génération, si on parle de pure politique, pour certains, leur toute première activité, leur toute première manif, ça a été manifester contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002. Et pourtant, cette génération-là, aujourd'hui, place la fille de Jean-Marie Le Pen en tête du premier tour en 2022. Donc, on pourrait réfléchir aux raisons, mais tout ça pour démontrer vraiment un environnement extrêmement différent. Culturellement, parmi tout ce qu'il y a de passionnant dans votre livre, Jean-Pierre, il y a le fait que vous citez énormément de références culturelles, littéraires, musicales, et peut-être que pour notre génération, la période de la fin des années 60, c'est avant tout une période extraordinaire avec un fort héritage musical.
On se replace en 2005. Les livres qui font parler, c'est Da Vinci Code, phénomène mondial, adapté en documentaire, en film. C'est un mélange de mysticisme, de complotisme, mais il n'a pas de dimension intellectuelle très forte, on va dire. Et en France, c'est 2005, un livre de Michel Houellebecq qui obtient presque le prix Goncourt, La possibilité d'une île. Et là, on parle beaucoup de l'héritage dans ce livre de mai 68, notamment sur la libération sexuelle, mais pour la critiquer de manière très frontale, très cynique. En mass média, ce sont les années de la télé-réalité. On enferme des gens plus ou moins connus pour les observer, pour les juger, pour voter. Mais on est très très loin de l'imaginaire d'émancipation et de libération. Et lorsqu'on parle de musique, vous avez cité beaucoup de chansons. En France, en chanson française, un des tubes de cette année-là, c'est Ma philosophie d'Amel Bent. Donc c'est assez différent pour ceux qui ont en tête les paroles de ce que vous avez cité. Et puis au niveau international, c'est Hips Don't Lie de Shakira. Donc on est dans un univers très différent. Et on est à la veille, ça je pense c'est une particularité très forte, d'un bouleversement technologique majeur, puisqu'en 2005 est lancé et créé YouTube. En 2006 et 2007, Facebook. Et puis en 2007, c'est aussi le lancement du smartphone. Donc nous, ma génération n'est pas digital native, puisqu'on n'a pas grandi avec ça, on a découvert ça quand on avait 20 ans, et ça a absolument tout changé. C'était un petit rappel pour montrer qu'on pouvait faire des parallèles avec des univers extrêmement différents. Je vais être plus rapide sur avoir 20 ans aujourd'hui, parce que j'ai plus 20 ans, c'est à 20 ans. Mais là aussi, on peut également tracer quelques parallèles de l'actualité immédiate. Émeutes urbaines, les plus grandes depuis 15 ans, 20 ans. Je ne vais pas les détailler. On est à la veille, on y est même déjà, d'une révolution technologique encore plus majeure, plus fondamentale que ce qu'on avait connu avec ce qu'on appelle l'Internet 2.0, c'est-à-dire les réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'IA. On a l'impression d'avoir grandi dans une société malade, enfin les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ont grandi en partie dans une société malade, pour reprendre le titre de votre livre précédent. C'est une génération qui, quand elle a eu entre 17 et 20 ans, qui a été enfermée pour le Covid. Et en même temps, c'est le retour des idéologies, avec le wokisme qui est un des mots les plus attrape-tout, souvent à raison, mais aussi parfois à tort. On n'est plus du tout dans la génération du livre et du rock, comme la vôtre, on n'est plus dans la génération de la télé, comme la mienne, mais c'est la génération qui est née avec les réseaux sociaux, où règne la toute-puissance de l'image et de la vidéo. C'est l'avènement définitif, en tout cas pour l'instant, de la vidéosphère, pour reprendre l'expression de Régis Debray. Et ça a une conséquence énorme sur la manière dont sont produits les contenus, dont sont distribués les contenus et les idées. Pour vous donner quelque chose que j'ai vécu dans mon quotidien professionnel, une vidéo sur TikTok ou sur Instagram, elle a 3 secondes pour convaincre, à peu près. En 3 secondes, on zappe. Donc, par définition, vous ne véhiculez pas le même type de message en 3 secondes. Pire que ça, les algorithmes de tous les réseaux sociaux, tous, ils promeuvent ce qui clive, ce qui choque, ce qui crée de l'engagement. Quand on dit engagement, ce sont des commentaires qui peuvent être positifs ou négatifs. Et donc, c'est la prime, tout ça, à un certain extrémisme. Et il suffit de voir TikTok. Vous avez énormément sur TikTok d'influenceurs politiques d'extrême droite, d'extrême gauche. Il n'y en a quasiment aucun dans la famille libérale, quasiment aucun dans la famille social-démocrate. Donc, c'est un effet sur la démocratie, et certains politiques l'ont très bien compris. Quand, au hasard, on pourra en citer beaucoup d'autres, une Sandrine Rousseau tweet des énormités, elle sait très bien que ça va provoquer beaucoup d'engagement contre, mais ça bénéficie à sa notoriété. Alors, tout ça se traduit politiquement. Je vais vous donner une petite statistique. En 2022, parce qu'on dit qu'est-ce que ça va donner sur la démocratie dans les décennies à venir. Mais pas besoin de penser aux décennies à venir. En 2022, dernière élection présidentielle, sur la seule base des utilisateurs quotidiens de YouTube, ou des utilisateurs quotidiens de TikTok, ou des utilisateurs quotidiens d'Instagram, le second tour de la présidentielle aurait été Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon. C'est factuel, donc on ne sait pas ce qui arrivera pour la suite. Sur toutes ces manières de communiquer et les dangers, je conseille vraiment un livre très très éclairant à ce sujet de Giuliano da Empoli, Les ingénieurs du chaos, qui explique excellemment bien tout cela.
Et peut-être pour faire le point, vraiment, maintenant la transition avec votre ouvrage et avec cette discussion, Jean-Pierre, tout cela s'inscrit dans un vide, malheureusement culturel, qui peut s'expliquer, à mon avis, qui s'explique principalement par une rupture totale de la transmission. Alors, ce n'est pas uniquement à cause des gauchistes de mai 68, et vous l'avez rappelé, d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre, comment la réforme d'Edgar Faure contre l'université à la papa avait déjà lancé un certain mouvement. Je ne vais pas revenir non plus sur toutes les preuves, malheureusement, parce qu'il ne faut pas s'en réjouir, de l'effondrement éducatif. Vous avez vu des résultats catastrophiques, notamment en France, sur les tests effectués sur les élèves de 4e en mathématiques, qui sont non seulement très mal passés, mais le niveau de 4e en mathématiques correspond, et je dis ça sans prétention, mais au niveau qu'on avait, que ma génération, je ne parle même pas de la vôtre, avait en CM1, CM2. Donc en 20 ans, on a perdu quasiment 4 ans 4 années de niveau, et c'est terrible. L'effondrement culturel, statistique terrible, c'est un sondage qui est paru aujourd'hui dans Vie économiste. 20% des 18-29 ans aux États-Unis pensent que l'Holocauste est un mythe. Et c'est vraiment générationnel, parce que c'est 20% des 18-29, mais c'est 10% sur les 35-44 et quasiment zéro sur les plus de 45 ans. Donc ce ne sont pas les idées négationnistes qui progressent malheureusement sur toute la société, mais qui fleurissent sur un vide culturel. En France, parce qu'on a beau se moquer des États-Unis, en France, 1 jeune sur 6, étude de la Fondation Jean Jaurès, pense que la Terre est plate. Donc c'est 3% pour les seniors. C'est donc marginal. En revanche, c'est 1 sur 6, 16% pour les 18-24 ans. Donc voilà, je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est quand même des éléments à avoir en tête. Il y a des très fortes disparités, bien évidemment, selon le milieu social. Il y a ce nihilisme, mais très négatif, pas la version héroïque aventurière de mai 68. Le wokisme hérité peut-être d'un déconstructionnisme dévoyé, et puis une haine de soi, une haine de l'Occident, une haine de l'histoire. Vous en avez beaucoup parlé. Alors, il ne faut pas généraliser à toute une génération, ça serait ridicule, mais c'est quand même des traits qui sont très communs. Pour conclure, bien sûr, Jérôme Fourquet, je ne vais pas revenir tout ce qu'il a expliqué sur l'archipélisation de toutes les couches de la société. Je crois qu'il y a quand même 2 traits qui sont communs à toute la génération qui a 20 ans aujourd'hui, pour bien les avoir étudiés. Il y a, alors, tous les jeunes, ce n'est pas vrai, il ne faut pas écouter certains publicitaires, non, tous les jeunes n'idolâtrent pas Greta Thunberg, tous les jeunes ne rêvent pas de décroissance, et la preuve, dès qu'on a ouvert les vannes et les portes après le confinement, il y a eu des queues monstrueuses pour aller au McDo. Donc le monde d'après, tout ça, c'était un peu bidon. Mais il y a quand même 2 traits qui sont, à mon avis, communs. Il y a une obsession identitaire, alors qui peut se manifester sous des traits radicalement différents, même parfois opposés. Mais alors ça va du tout à l'ego, sur les réseaux sociaux, aux questions de fluidité de genre, l'obsession de la race. Une ministre récemment expliquait qu'elle parlait de couleur de peau, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques temps. Ça peut s'exprimer de manière peut-être plus positive sur la défense des traditions. En gros, venez comme vous êtes, c'est le slogan de McDonald's, et puis assumez ce que vous êtes. Alors certains vont être très fiers d'être français, d'autres vont être très fiers d'être en surpoids, de montrer leur forme, confère le lancement de campagne des Verts. Voilà, ça c'est un trait. On pourrait développer. Il y a aussi une question, là aussi, une réflexion sur la transmission. Alors soit pour la détruire, soit pour la relancer. Vous en avez beaucoup parlé, pas de la même manière chez tous, mais il n'est pas totalement aléatoire que pour la première fois on ait un ministre. Alors on verra si les faits, les actes, voilà, s'il tient le coup, puis surtout si les actes suivent les déclarations, mais qui va quand même assez fort là-dessus, ben, ce ministre a 34 ans. Donc il y a quand même chez la nouvelle génération, chez les 20-35, une volonté très forte, d'ailleurs c'est la phrase de conclusion de votre ouvrage, Jean-Pierre, de renouer avec la transmission. Et alors ça c'est le versant positif. Le versant négatif, c'est un versant totalement réactionnaire. Et la réaction n'est pas forcément là, on la croit. Elle est notamment chez certains écologistes radicaux. Je vais vous citer la phrase, hein. Cyril Dion, qui est un cinéaste, activiste, écologiste, qui apparaît partout, dans les grandes écoles, dont les films passent à la télévision publique, etc. Il dit « Une croissance infinie dans un système fini
Dans le corps humain, on appelle ça cancer, mais aujourd'hui, on appelle ça progrès. Bon, là, on est dans la réaction absolue, je veux dire. Et pourtant, ça vient des écolos. Voilà. Donc, c'est très difficile de faire des éléments de comparaison avec mai 68, mais on retrouve beaucoup là-dessus. Je dirais juste qu'il y a quand même, à mon avis, 3 points très très rapidement qui me sautent aux yeux en vous écoutant aujourd'hui et en lisant votre livre. Ben, la rébellion, tout ce qui a suivi, ça s'inscrivait dans un cadre, une histoire et une culture. Et là, je ne veux pas mettre un coup de vieux à tout le monde ici, mais il y a autant de temps qui nous sépare aujourd'hui de mai 68 que de temps qui vous séparait à l'époque de la Révolution russe. Et comme vous parlez beaucoup de Révolution russe comme une influence, voilà, donc, mais ça, vous vous inscrivez dans un cadre. Vous, là, aujourd'hui, le cadre, il est quand même très limité à cause de la rupture dans la transmission. L'élan vital, il est quand même très différent. Il suffit de voir les rires que vous provoquez par certaines de vos anecdotes dans votre livre aujourd'hui, les histoires, la manière dont vous avez vécu. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tout, ça pourrait vous mettre mal à l'aise, mais il y a quand même des sacrées histoires dans votre livre. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de dionysiaque chez vous, dans la rébellion que vous racontez. Aujourd'hui, il suffit de voir la tête de ceux qui s'enchaînent sur les autoroutes ou qui balancent de la peinture sur les toiles dans les musées, ben, ce sont des névrotiques. Et il y a un aspect sacrificiel et un puritanisme absolu. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors que vous, on sentait une certaine joie. Et ça, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Et il y avait un amour de la provocation, là aussi. Là où aujourd'hui, à l'inverse, c'est la génération offensée, pour reprendre le titre de Caroline Fourest. C'est-à-dire la moindre petit truc, la moindre petite atteinte à mon individualité, on appelle ça une micro-agression. Je trouve que le terme, il est quand même extraordinaire. Et la micro-agression, je veux dire, si on prend... Vous avez vu cette semaine sûrement ces vidéos de la dérive absolue et scandaleuse et révoltante de cette espèce de vision des choses, avec l'interview devant une commission d'enquête parlementaire aux États-Unis des 3 présidents de grandes universités, MIT, Harvard et Penn, où là, ce sont des universités où tout de suite, la moindre petite blague qui passe mal, ça peut vous condamner à une mort sociale, microagression. En revanche, on relativise, et puis après tout, appeler au génocide juif, ben, est-ce que c'est grave? Ça dépend. Ça dépend du contexte. Voilà, donc vous voyez, la folie, c'est un négationnisme, c'est une nouvelle forme de négationnisme. Et donc, la dernière chose là-dessus, sur la microagression, si je finis de tirer le fil, ben c'est, là encore, le rapport à l'aventure et à l'humour. Vous l'écrivez dans votre livre. Pour les orphelins d'épopées et de révolution, tout était bon à prendre contre une société où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Wow. Je vous cite. Ben, aujourd'hui, on manifeste contre la précarité pour la retraite éventuelle dans 50 ans. Bon, l'aventure est loin, enfin, c'est ça les manifestations de retraite. On est quand même très loin de l'aventure. L'adolescente star, c'est Greta, qui, à l'inverse, engueule les adultes, qui ne représentent pas forcément la figure adolescente et qui traite les adultes comme les enfants. Et puis, des adolescents qui ne rient plus. Et l'humour doit être inclusif, pour reprendre le terme de l'injonction qu'on vous fait. Moi, je ne vais pas révéler des secrets de cours, mais l'an dernier, ça reste entre nous, même si c'est filmé, c'est pas très grave, j'anonymise. J'ai eu un exposé sur l'humour inclusif à Sciences Po, que je donnais, une élève l'a pris. C'est une élève qui d'ailleurs était une des meilleures de la classe, très bonne élève. Mais elle m'a fait un exposé où elle m'expliquait, enfin elle tentait de m'expliquer, c'était pas très convaincant, que OSS 117 était de l'humour fasciste. Bon, voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Il y a quand même de la transmission. Mais je disais ça pour montrer qu'il y avait quand même des grandes différences et que même si, pour vous citer, la critique de toute forme d'autorité, de pouvoir, de hiérarchie assimilée à des phénomènes de domination, revendication d'une autonomie érigée en absolu, vision noire de notre propre histoire, ces thèmes vont façonner la mentalité des nouvelles générations, vous l'écrivez, et je crois que, j'espère que tout ce que je vous ai raconté sur ces anecdotes concrètes sur notre actualité vous donne raison, malheureusement, mais on va essayer d'être plus optimiste, en tout cas dans l'espérance, pendant la suite de l'échange et les questions, pour voir comment s'en sortir. Ouais.